Bonjour à tous. Je suis désolé, je suis pas habitué à utiliser ce type de conversation à distance là. Donc ça m'a un peu déstabilisé. Je vais essayer de parler fort et lentement et malheureusement, j'ai écrit ce que j'allais dire. C'est pas possible pour moi quand il y a pas les gens en face, voilà. Donc j'en suis désolé et j'espère que ça va pas être, désagréable pour vous, voilà. Hem je vais vous décrire en fait le cheminement qui m'a amené, ici aujourd'hui et à mon activité d'accompagner des personnes à la construction d'habitats légers et ou mobiles comme les tiny house et cette activité est le fruit d'une longue réflexion sur moi déjà dans un premier temps et puis sur la société et sur notre impact sur le vivant en fait. Donc moi je m'appelle donc Mathieu, je suis menuisier charpentier depuis plus de 15 ans. Juste pour me présenter, hein. Mon savoir donc s'est construit, dans différentes expériences, dans différentes régions, à l'écoute de toutes les personnes que j'ai pu côtoyer. Que ce soit dans la construction de bâtis neufs, dans la restauration de bâtis anciens et dans la restauration de monuments historiques, voilà, dans différentes régions. Et j'en suis arrivé aux habitats légers et ou mobiles, suite à une réflexion familiale. Il y a 5 ans, nous souhaitions, moi et ma tribu recomposée, construire une maison bois paille, dans un contexte d'habitat partagé, et participatif. Et il se trouve que notre réflexion a abouti au fait que lorsque nous aurions fini notre habitat, nos enfants respectifs voleraient de leurs propres ailes. Alors est-ce que c'était vraiment nécessaire de construire un habitat de 120 mètres carrés juste pour 2 personnes? Et puis aurions-nous l'énergie, nous, à 2, de gérer ce type, d'habitat? Voilà, c'était les questions qui se posaient. Et puis parallèlement à ça, il y avait dans la question d'espace, on fait partie d'un atelier collectif à Cambo-les-Bains qui s'appelle l'Andeya, qui est un atelier partagé et on vit pleinement le fait de partager donc des espaces communs, pour travailler, bricoler, s'amuser, enfin, si on a besoin d'espace, il y a un lieu pour ça, en fait. Donc on le vit déjà ça depuis, quelques années, enfin depuis, plus de 5 ans et donc on n'avait pas besoin d'un grand espace de vie personnel. Donc ça, c'est à prendre en compte aussi dans la réflexion. Alors on a commencé à réfléchir aux petits habitats avec, ma compagne. Sans envisager d'être propriétaire, je rebondis sur le bail emphytéotique, c'est quelque chose qui me parle depuis un moment. Ça a été remis au goût du jour avec Notre-Dame-des-Landes et je trouvais ça chouette. Bon, ça n'a pas abouti, mais c'est intéressant d'y réfléchir, au bail emphytéotique, voilà. Hem et donc on cherchait, à mettre nos petits abris et sur des terres qui ne nous appartiennent pas forcément. Donc c'est des habitats effectivement réversibles ou résilients, réfléchis en fonction de nos réels besoins du coup, sans fondation. Ça, c'est important sur l'habitat léger, il y a pas de fondation. Simple et facile à construire avec peu de matériaux, donc petit et léger et qui a une faible consommation énergétique. Mais sans se passer du confort. On avait besoin aussi de notre confort personnel. Donc on voulait une autonomie, électrique avec les panneaux solaires. On voulait que ça soit bien isolé et que ça soit pas humide. C'est le problème de ces petits habitats souvent, c'est qu'ils peuvent être humides du fait qu'ils soient petits. Il y a vite de la condensation qui peut se mettre. Donc, nous, c'était quelque chose qu'on n'avait pas envie de vivre. Donc, enfin, moi, en tout cas, j'ai beaucoup réfléchi à ça. Et a priori, ce que je fabrique fonctionne plutôt pas mal. On a expérience pour l'instant de 2 ans dans ces habitats-là. Voilà, c'est tout. Et il n'y a pas d'humidité, donc ça fonctionne plutôt pas mal. Et donc, finalement, réfléchir à l'habiter, ça pourrait être une réflexion sur nos besoins collectifs ou personnels, sur nos peurs et la propriété et sur ce qui est nécessaire. Donc là, en écoutant ce qui a été dit tout à l'heure, j'avais écrit quelque chose sur le contexte dans lequel je m'inscris en fait, je voulais recontextualiser en fait ma réflexion et mon activité dans le monde dans lequel j'évolue. Parce que ça fait un petit moment quand même plusieurs décennies que notre organisation sociale occidentale est basée sur le productivisme mondialisé et plus particulièrement sur la croissance économique. Et c'est pas prêt de s'arrêter, la croissance économique, malheureusement, même si je crois fort aux habitats légers et aux éco-hameaux. Pour l'instant, la croissance économique, elle nous tient encore bien, bien. Donc, je ne suis pas ici pour juger ou pour donner mon avis. C'est juste un constat, hein. C'est la croissance économique qui gère un petit peu notre mode de société occidentale. Et donc, dans ce contexte-là, l'idée d'habiter, elle prend forme en grande partie dans la réflexion économique, voire la consommation.
Habiter, c'est plus source à réflexion sociétale. Souvent, seul reste l'habitat, l'objet, le bien, le produit qu'on consomme. Alors, je parle en général pour les gens qui cheminent sur l'envie de construire, de restaurer de leurs habitats ou des gens qui ont la possibilité d'avoir leurs habitats. Et là, c'est pas en l'occurrence, il n'est pas question du coup d'une grande partie de la population qui subit son habitat, qui le loue ou qui ne sait pas comment faire pour se loger. Donc, en fait, la réflexion de cet habitat léger, c'est pour les personnes qui peuvent construire, qui peuvent accéder à l'habitation. Et donc, c'est pas forcément, enfin, je ne vais pas forcément développer ça aujourd'hui, étant donné que mon intervention, c'est sur l'accompagnement de l'habitat et donc des tiny house. Accompagnement à construire ces habitats. Dans cette réflexion donc, de productivité liée à la croissance économique, souvent il est question de rapidité pour de la rentabilité, et donc il y a de la normalisation pour tout ça. Et la normalisation des habitats et ce qui compose l'habitat, en passant par les matériaux, par tout un tas de choses, cette normalisation peut avoir des avantages sur la consommation énergétique à les produire, mais elle restreint notre capacité à nous poser des questions sur l'habiter. C'est quoi habiter? Quel est l'impact de cet habitat sur moi, sur mon énergie, à le réaliser et à y vivre, sur mon temps, mais aussi sur l'autre, sur les voisins, sur les gens qui nous entourent, et puis sur la nature surtout, sur la biodiversité. Bref, réfléchir et avoir conscience qu'habiter, ce n'est pas seulement une réflexion sur un objet, en l'occurrence l'habitat, mais vivre dans et au-delà de l'habitat. Comment et en quoi cette nécessité de s'abriter peut avoir autant de conséquences sur le vivant. Voilà, j'avais écrit quelque chose sur le fait qu'on s'urbanise de plus en plus et ça continue. Et donc, effectivement, ça devient difficile d'accéder à des terres ou à des endroits hors ville pour s'installer avec ce type d'habitat, dans le sens où tout est fait pour urbaniser, c'est-à-dire l'organisation occidentale, elle prévoit justement qu'on se mette tous au même endroit. Donc, j'avais une réflexion sur le fait que, personnellement et collectivement, est-ce qu'on réfléchit aux orientations politiques de l'urbanisation et de l'espace dans ce paradigme de la consommation? Et c'est vraiment une réflexion à avoir parce que, bon, même si ici, j'imagine que tout le monde y est investi, ça me paraissait important de le rappeler. Voilà. Et donc, dans ce monde et cette organisation occidentale, moi, je m'emploie à accompagner les personnes sur le cheminement de l'habiter et à se poser la question de ce qui leur est réellement nécessaire et de ce que signifie habiter et de son impact sur l'habitat et sur le vivant. Voilà, en tout cas, moi, comment je définis mon accompagnement. Donc, pour moi, accompagner, c'est partager, transmettre des savoirs vivants, arpenter en même temps côte à côte un chemin où on va échanger sur nos expériences, nos savoirs, et puis aussi nos erreurs, c'est important, et puis nos questionnements communs. Accompagner, c'est s'adapter, car il y a donc de multitudes de personnes avec des envies et des capacités différentes. Donc, j'accompagne des couples, des personnes seules, hommes et femmes, et tous, lorsqu'on les met en confiance et qu'on leur fait confiance, tous sont capables de bien plus qu'ils s'imaginaient. Et ça, c'est important, de se dire qu'on est capable de construire son habitat, de participer à ça. Et ça permet aussi d'avoir une autre approche sur la consommation et sur le fait que ça peut coûter moins cher. Donc, plus de personnes peuvent y avoir accès à ce type d'habitat, notamment en faisant. Voilà. Lorsque j'accompagne des personnes à concevoir et réaliser leurs habitats, qu'ils soient traditionnels, grands ou petits, légers ou mobiles, peu importe, la première question, c'est comment vivez-vous au quotidien? Et c'est là ce qui est le plus important. Et quels sont les réels besoins? Donc, si on s'y attarde à cette petite question, elle définit ce qui est nécessaire pour les personnes, mais aussi sur leur façon de voir la vie, leur relation à l'autre, leurs projections et de certaines peurs. Souvent, on est quand même vachement dicté par nos peurs et c'est important d'aller les questionner et d'essayer d'y répondre, sur l'habitat notamment. Et puis, des fois, on est aussi amené à faire des reproductions de schémas culturels et de ne pas se poser la question d'un autre habitat, quoi. Donc, moi, je m'emploie à les questionner sur la réelle nécessité de leurs besoins,
histoire qu'on réfléchisse ensemble sur les impacts respectifs de moi, enfin comment on vit et comment on a des impacts sur le vivant. J'appelle le vivant moi, les autres, la nature, les animaux, enfin tout ce qui est vivant, quoi. Et puis accompagner, c'est donc penser et agir en respectant le cheminement de chacun. Parce que tout le monde fonctionne différemment, donc ça veut dire qu'on ne va pas accompagner les mêmes personnes. Enfin, les personnes, on ne va pas les accompagner pardon, de la même manière. Et puis si j'ai pris ce chemin d'accompagner les personnes, c'est aussi pour redonner du sens au faire. Ici, à l'atelier Landeia, c'est quelque chose qui nous a nourris et qui nous nourrit tous les jours, de réfléchir à la façon dont on produit, la façon dont on consomme, la façon dont on communique, la façon dont on vit en fait, et puis de le faire, de le mettre en œuvre, de le vivre les uns avec les autres, de s'entraider les uns avec les autres, enfin au jour le jour, tous les jours, on le met en pratique ça, et on le re-questionne, on n'arrête pas de faire le va-et-vient entre je me questionne, je le mets en pratique, ça dysfonctionne, je le re-questionne, je le remets en pratique, et etc. etc. C'est juste naturel. Donc pour nous, dans ce monde de consommation, donc on trouve ça intéressant de tisser du lien social autour d'une nécessité vitale parmi d'autres, qui est l'habiter, dans le sens de s'abriter et vivre au-delà de l'habitat. Donc il y a une multitude de raisons de ne pas faire soi-même, l'envie, le temps, les capacités, le mépris de faire pour certains même, il ne faut pas le nier. Il y a des gens qui ne supportent pas, qui trouvent ça nul de le faire, quoi. Et c'est important de le prendre en compte parce que ça fait partie des réflexions voilà, dans lesquelles je réfléchis. Et le monde de la consommation donc, regorge de solutions toutes faites pour répondre à ces raisons. Mais plutôt que de commander un habitat et juste payer en échange d'une tâche on ne pense pas réaliser, je m'efforce de proposer donc des solutions pour que les personnes s'investissent, se responsabilisent et prennent confiance en elles dans la relation à leurs échelles pour la création de leur petit nid. Et cette aventure complexe est source de plein de choses. Il y a beaucoup de rire, de joie, de questionnements. Il y a beaucoup de peur, de fatigue, de doutes, et souvent plein de solutions, plein d'entraide, de confiance et de grandeur. Et c'est juste vivre ça. Et ça n'a pas de prix, vraiment. Donc je vais juste passer à comment se passe l'accompagnement pour moi, en tout cas. Donc on a autoconstruit au départ dans le projet d'un habitat participatif. On a autoconstruit donc 3 tiny house et un octosome démontable. C'est un espèce d'octogone avec une toiture en zome qui est autoportée pour 4 foyers différents. Toujours dans notre projet donc, initial d'habitat de vie partagée ou d'éco-hameau. Peut-être mettre les photos, non? Si tu veux, ouais, tu peux lancer les photos, bien sûr. Ça parlera peut-être plus aux gens. Ouais, Ok. ça marche. Désolée de t'avoir coupé. Non, super, parfait. Et donc j'ai formé et accompagné donc 4 personnes qui n'avaient pas de compétences particulières dans le bricolage ou la construction, vraiment. Pour certains, même, ils avaient 2 mains gauches. Et ils le disent eux-mêmes, hein, donc ça leur a apporté beaucoup de choses. Et donc, avec ces 4 personnes, on a construit donc, ces habitats. Et donc, on a fait les plans. Là, c'est ce qui défile. On a fait des plans SketchUp. Donc, je leur ai montré comment faire des plans. SketchUp étant un logiciel facile à prendre en main pour la plupart des gens. Donc, plutôt que d'utiliser des gros logiciels, c'était assez facile avec SketchUp. Donc, on a construit les plans. Là, c'est l'Andeia, donc c'est l'atelier dans lequel on a travaillé et dans lequel je les ai formés. Et voilà, ça va défiler pendant que je continue. Voilà, désolé. Après avoir donc discuté des enjeux de l'habiter, nous avons réalisé nos plans. Donc, je les ai finalisés pour qu'ils soient techniquement viables et pour toute une vie. Donc, parce qu'un habitat léger, ça peut durer plus de 100 ans si c'est bien construit. Donc, on est passé à la commande des matériaux le plus localement possible. Le bois qui compose l'essentiel des habitats vient d'Asparin et d'Oloron. Je pourrais revenir si vous avez des questions sur les essences de bois, sur les méthodes de construction, etc. Il n'y a aucun souci, je peux vous livrer tout ce par quoi on est passé. Voilà. Par contre, il y a eu des choses comme l'isolation qui venaient des Landes et puis certaines qui venaient d'Allemagne. Donc pour la fibre de bois notamment. Donc tout ne vient pas de la région. Il y a des choix qu'on a faits pour différents matériaux qui viennent d'autres régions et voire d'Allemagne. On les a choisis avec conscience
parce que leur fabrication et leur impact énergétique, même s'il y avait du transport, étaient résilients dans le sens où ils allaient durer plus longtemps. Bref, on ne serait pas obligé de reconstruire notre tiny house ou nos octosomes au bout de 30 ans, quoi. Donc, on a fait attention à ça, même s'il y avait du transport. Et en France, il n'y avait pas forcément cette construction-là. Et si localement, il y avait des gens qui construisaient des remorques et qui fabriquaient ce type de matériaux, on serait passé par eux. Voilà. Et puis ensuite, donc, il y a la formation. Alors, certes, elle est sommaire, hein, c'est pas 9 mois de formation, mais elle est importante pour l'autonomie de chacun, chacune. Et j'essaie de transmettre tout ce que je peux, la compréhension du bois, l'utilisation des machines, des outils, des assemblages, des raisonnements qui vont avec ce métier-là. Donc voilà, et là commence la construction. Donc l'accompagnement d'un professionnel, pour moi, il permet de maîtriser le projet techniquement, financièrement, mais surtout moralement. Souvent, quand on autoconstruit son habitat, c'est source à plein de peurs, plein d'inquiétudes, et c'est pas facile à vivre, hein, parce que ça peut s'étaler dans le temps, ça dépend de chacun. Et donc, c'est important de faire le tampon, en tout cas d'essayer de rassurer les personnes et de les aider autant que faire se peut pour que ça soit facile. Donc, pendant la construction, dans un premier temps, moi, je suis celui qui mène la danse. Et puis, au cours de la fabrication des modules, les rôles s'inversent. Finalement, c'est moi qui suis les personnes et c'est eux qui mènent la danse. Pour moi, c'est important que les personnes, pour qu'elles prennent confiance, elles le vivent, ça. C'est là que ça prend vraiment son importance, quoi. Et donc, voilà, je vous invite à prendre la danse et puis à poser des questions et à ce qu'on interagisse. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop chiant. Non, pas du tout. C'était pas du tout lourdingue ton intervention. Un grand merci, Mathieu. Je pense qu'on a tous compris que la question du sens était au cœur de ta réflexion. Et le sens et l'habitat, on pourrait y passer la nuit. En tout cas, moi, personnellement, je pourrais passer beaucoup de temps. Je trouve ça captivant. D'autant que la crise sanitaire qu'on traverse, ce premier confinement où on a passé 2 mois chacun dans notre maison, notre appartement, je l'espère, a poussé beaucoup de gens à se poser cette question du sens. Et alors, moi j'ai plein de questions, mais je vais laisser les autres participants intervenir. Pour ceux qui viennent de rentrer ou qui sont rentrés en cours de route, pour poser des questions, vous pouvez soit les poser par écrit dans l'onglet discussion, soit dans le petit bonhomme avec le plus réaction. Non, ça c'est bravo, pardon. Levez la main. Je ne sais plus si c'est là. Mathilde, tu confirmes? Ou soit faire comme ça, c'est peut-être aussi simple. Voilà, donc est-ce que vous avez des questions? Question dans la discussion, Delphine. Donc, il y a une personne qui demande si vous avez un site web de Mathieu ou un endroit où on peut avoir des infos. Par rapport à tout ce que j'ai dit, donc je n'ai jamais fait de pub et j'en ferai jamais. J'ai pas de site web et j'en ferai jamais. Il y a juste le site de l'Andeya qui est très sommaire parce que c'est un lieu autogéré où les gens sont responsables de ce qu'ils y font, mais il n'y a pas de personne à proprement parler qui s'occupe de quelque chose en particulier. Donc les choses, elles se font quand elles se font et sinon elles ne se font pas. Et donc il y a un petit site qui n'est pas forcément à jour, voilà, et sur lequel j'ai mes coordonnées parce que je fais partie de l'Andeya. Mais non, voilà. On a partagé le site web de l'Andeya dans la discussion. Et de toute façon, nous, on peut envoyer tes coordonnées, Mathieu, aux personnes qui seraient intéressées directement. Oui. Donc, on l'a bien compris, tu ne vends pas de tiny house. Non. Accompagne les gens à la réalisation de leur propre tiny house ou habitat, puisque il y a aussi les zones, mais je crois que tu les appelles pas comme ça. C'est des zones, sauf qu'il y a une toiture en non, pardon, la toiture est un zome, mais le sol est un octogone, ce qui permet de gagner en hauteur. Enfin, nous, c'était plus pratique
pour que les murs soient démontables et que ça soit plus simple. Voilà. Il y avait une réflexion sur le fait que ça soit démontable et facilement démontable. Alors après, on a des questions très concrètes. Combien de temps ça prend pour réaliser sa propre tiny house et combien ça coûte? Alors, là, j'ai ma compagne qui s'enfuit en courant en se disant oh là là, jamais ça finit, jamais. Et ouais, jamais ça finit. Ouais. Alors, des professionnels, si on est 2 professionnels, si la tiny elle est simple à réaliser, ça peut mettre 1 mois, peut-être 2 mois. Si c'est simple à réaliser. Plus c'est complexe, plus ça sera long. Et quand on autoconstruit, bah, ça peut prendre le temps qu'on y a consacré. Je dirais que la personne que j'ai accompagnée de A à Z, qui s'appelle Emmanuel et qui fait partie de l'Andaya maintenant, avec qui on a beaucoup discuté justement pour écrire ce que j'ai écrit juste avant là. Lui, on avait prévu 6 mois. Je l'ai accompagné pendant 2 mois de temps plein. On avait prévu 6 mois pour la construire. Et pour différents soucis personnels, il a besoin de faire plein d'autres choses. Et donc, bah, il y consacre pas forcément tout son temps. Et là, ça fait 1 an et demi. Elle est presque terminée, mais elle n'est pas terminée. Ils vivent pas dedans en tout cas. Et voilà, bon, il prend son temps. Donc, ça dépend vraiment des personnes. Je ne peux pas donner de… Ça peut être 6 mois, comme ça peut être 2 ans, comme ça peut être 3 ans. Voilà. Ça, c'est pour le temps. Donc, ça dépend vraiment du temps qu'on y consacre. Je dirais qu'en temps effectif, une centaine de jours, ça devrait être, en étant accompagné sur une partie, une centaine de jours, ça devrait être faisable. Mais si on y passe que les week-ends, bah, ça fait 50 week-ends, quoi. Donc, ça fait un paquet de week-ends. Alors, on a encore des questions sur le coût, notamment des matières premières. Et on va revenir sur la question de l'installation sur le terrain. Alors, peut-être que tu pourrais nous faire part des expériences des gens que tu as accompagnés Ouais. sur comment ils ont, ce qu'ils ont fait comme démarche, ce qu'ils ont entrepris comme démarche et quelles autorisations ils ont demandé pour pouvoir installer leur tiny house. Alors, sur le coût, dans un premier temps, je réponds à ça et puis après, je passe à la suite. Sur le coût, une tiny house qu'on va acheter dans le commerce, un fabricant, ça va être compris entre, je crois, de mémoire, entre 45 000 pour les plus petites et les moins chères, et ça peut monter jusqu'à 60, 70 même, je pense. Enfin, je ne connais pas les prix maximum, mais je pense que ça peut monter. Ça, c'est ce qu'on trouve dans le commerce. Ensuite, en matériel, il y en a pour une moyenne, on va dire, de 20 000 euros. Ça peut descendre à 15, ça peut monter jusqu'à 25, ça dépend de ce qu'on installe, ça dépend de, voilà, je sais pas moi, si on récupère un four, si on a déjà le four, s'il faut qu'on achète plein de choses, les panneaux solaires, si on veut beaucoup de panneaux solaires pour être autonome, si on veut mettre une récupération d'eau de pluie et donc il faudrait par exemple enterrer, je sais pas moi, une buse en béton pour avoir quelque chose qui reçoit l'eau et qui puisse avoir de l'eau potable sous terre, voilà, toute l'année. Donc le prix, voilà, peut vraiment évoluer, je dirais, en matériaux entre 15 000 et 25 000, sachant que la remorque coûte en moyenne 5 000 euros. Il y en a plus cher, il y en a un peu moins cher, on va dire 5 000 euros. Donc ça, c'est les prix. Et ensuite, si on fait en récup, par exemple, j'accompagne une personne là sur Bayonne en ce moment qui s'appelle Lily et qui fait sa tiny en chantier participatif et qu'avec de la récup. Donc là, moi, je lui ai fait que les plans, parce que c'était sa demande. Après, elle le fera peut-être avec un centre de formation et je viendrai juste temporairement. Mais sa demande, c'était de faire les plans et puis du coup, il fallait que je m'adapte à ce qu'elle récupérait. Donc, elle a d'abord récupéré les fenêtres à Emmaüs Po, par exemple, qui est un chouette lieu. Et donc, en fait, j'ai fait mes plans en fonction de ce qu'elle avait récupéré. Et elle, en matériaux, ça va peut-être lui coûter que 10 000, quelque chose comme ça. Voilà. Donc voilà, ça dépend vraiment des matériaux qu'on utilise. Et l'accompagnement, ben, moi, ça peut être que des plans, ça peut être que des jours par-ci par-là, ou ça peut être un accompagnement total. Donc c'est pareil, les prix, ça va de 1 000, 1 500 euros à 10 000, j'en sais rien. Enfin, ça dépend vraiment de l'accompagnement. Donc ça, je n'ai pas forcément
pareil, c'est très vague et très flou. Ça dépend vraiment des projets. Voilà pour les prix. C'est bon? C'est bon. Et pour l'installation, alors là, je ne vais pas faire du politiquement correct, je suis désolé, hein. Je ne vais pas pouvoir m'en empêcher. Je viens d'Ariège et je vais vous donner 2 exemples. En Ariège, il y a plein de petits, dans le Couserans en l'occurrence, il y a plein de petits habitats qui se sont montés à droite à gauche, des anciennes bergeries qui ont été restaurées sans autorisation. Et la région a fini par accepter tous ces habitats parce que ça en faisait trop en fait. Donc il y a eu un mouvement citoyen, on pourrait appeler ça comme ça. Ils ont fait et la région a fini par s'adapter. Donc ça, c'est un premier exemple. Le deuxième exemple, c'est une personne qui a construit un Earthship dans le centre enfin pas dans le centre de la France, au-dessus de Bordeaux. Voilà. Enfin, je ne sais plus exactement. Il faudrait retrouver son contact. Il était passé par BC. Et il racontait sa petite histoire. Il voulait construire un Earthship en France. Le Earthship, pour ceux qui... un Earthship? Earthship, ça vient du Mexique. C'est une construction avec des pneus, parce qu'ils avaient beaucoup de pneus qu'ils ne réutilisaient pas. Donc, sur toute la façade nord, il y a des pneus, et c'est enterré, recouvert de terre. Et sur toute la partie sud, ce sont des serres. Et donc, en fait, toute la partie sud, il y a une serre qui accueille des végétaux pour se nourrir. Et tout ce qui est sous terre et avec une isolation en pneu, on va dire, fait les habitations, comme une longère. Voilà, ça c'est un Earthship. Ce n'est pas conventionnel du tout, mais c'est beaucoup de matériaux de récup, c'est de la terre, des pneus. Alors même si les pneus, ce n'est pas génial, mais en même temps, il faut bien les reconditionner. Donc pourquoi pas en habitat, en tout cas, c'est une idée. Et donc il a voulu faire ça. Donc il a voulu faire un tour de France pendant 1 an pour trouver le lieu où il construirait. Donc, trouver la mairie qui accepterait son projet. Et au bout de 6 mois, il a passé 6 mois à faire un petit périple. Et toutes les mairies lui ont dit « Bah non, c'est pas possible, c'est pas un habitat traditionnel, c'est pas possible ». Il en a eu marre. Il est parti en Afrique et il s'est rendu compte que c'était des fois plus simple de construire sans se poser de questions et que ça fonctionnait et qu'il suffisait de ne pas se prendre la tête des fois. Il est rentré en France. Il a trouvé un terrain sans demander à la mairie. Il a été voir le maire. Il a dit « Je vais construire un Earthship sur ce terrain-là. Voilà, je m'installe chez vous ». Le maire a dit non. Et il a posé la petite question qu'il faut toujours poser, pourquoi? Et le maire a dit, bah, ça va être refusé par la région. Voilà. Et donc, il a remonté les gens comme ça, un à un, jusqu'aux architectes de France. Et il est tombé sur un architecte de France qui lui a dit, ah ben moi, c'est grand oui. Il lui a fait un papier et il a redescendu l'échelle, la même échelle de la région, de l'urbanisme, etc. Et il a construit son Earthship. Et c'est juste magique, quoi, parce que ça permet de comprendre en fait que tout ça, c'est des enjeux politiques, comme on le disait tout à l'heure. Il se passe plein de choses en ce moment et les choses, elles sont en train de bouger doucement, mais ça change quand même un petit peu. Et il suffit de se batailler un petit peu. Donc là, les personnes qui vivent dans les tiny, enfin le couple qui vivait dans la tiny, la première tiny qu'on a terminée il y a 2 ans, ils vivent dans les terres du côté de Saint-Palais. Et ils n'ont pas forcément demandé l'autorisation au départ. Ils ont été voir la mairie à un moment donné pour expliquer que ils voulaient rentrer dans les clous, quoi, et qu'ils cherchaient eux aussi un terrain. Et bon, pour l'instant, c'était statu quo. Voilà, ils les laissent vivre là. Et puis, bon, ils ne dérangent pas forcément les gens. Et puis, voilà, ça ne dérange pas. Donc, pour l'instant, c'est statu quo. Il y a d'autres mairies qui acceptaient qu'on s'installe. Bon, ça ne s'est pas fait parce qu'on n'a pas trouvé le terrain pour. Mais la mairie nous suivait. Et ça, c'était chouette. Et je rejoins vraiment Gaël là-dessus. Plus le dossier est clair, sain et répondant à tous les questionnements que les mairies peuvent se poser, c'est-à-dire l'assainissement, l'autonomie et le fait que ça soit un habitat sain, c'est-à-dire dans lequel, pas insalubre en tout cas. Et bien, une fois qu'on a répondu à tout ça, c'est beaucoup plus simple. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Je crois. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors. Ah oui. Qu'en est-il des assureurs? Est-ce que c'est facile d'assurer une tiny house?
Moi, j'ai été voir je suis de Cambo-les-Bains, donc, et j'ai été voir mon assurance de voiture en lui expliquant que je construisais ma Tiny, que j'avais besoin d'assurer ma Tiny. Et donc, j'ai assuré un chargement sur une remorque, puisque c'est ça une Tiny, hein, c'est un chargement sur une remorque. Quand on fait, par exemple, quand on prend l'autoroute, j'avais été à Pau avec ma Tiny, et ben, on était avec un 4x4 et c'était catégorie 1 parce qu'en fait, le chargement n'est pas pris en compte, donc c'est juste une remorque. Donc, bah, voilà, c'est un chargement sur une remorque et je l'ai assuré comme ça, comme un chargement à la hauteur de ce que j'estimais. Et voilà, je ne suis pas assuré comme une habitation, mais je suis assuré contre le vol, je suis assuré contre. J'ai une responsabilité civile dessus. Enfin, voilà. Ok, mais je rebondis sur l'histoire de la remorque parce que je crois que c'est important, c'est parce que la mini-maison est posée donc sur une remorque avec des roues et donc ça contraint les dimensions de la maison parce que ça doit forcément être posé sur une remorque. Ouais. Donc ça contraint dans le sens où les tiny house, pour parler vraiment uniquement de ça, c'est une équation assez, pardon, une équation assez délicate entre les besoins. Donc, est-ce que cette taille suffit? Donc, parce qu'il y a différentes tailles de tiny. Donc, il peut y avoir des habitats de 15 mètres carrés comme de 25 mètres carrés en tiny house, hein, j'entends. Et donc, en fonction de la taille, bah, ça va faire évoluer le poids. Et donc, ça peut faire potentiellement évoluer le type de remorque. Mais si on prend une remorque qui accepte plus de poids, alors la remorque sera plus haute. Ce sera de la remorque de camion. Et donc, la taille de la Tiny, si on veut la bouger, il faudra qu'elle soit plus basse. Donc, du coup, ça ne permettra pas d'avoir une mezzanine agréable. Donc, c'est vraiment une équation très délicate entre les dimensions, le poids, les besoins et la taille, quoi. Enfin, toutes ces choses-là. Et les finances que les personnes ont. Voilà. Ok. Alors, d'autres questions, d'autres réactions? Qu'en est-il des impôts et taxes? Ah, j'entends quelqu'un, moi. C'est toi, Mathilde? Oui. Vas-y. Dans la conversation, Philippe demande qu'en est-il des impôts et taxes? Les tiny, tous les habitats mobiles, donc c'est des habitats, les habitats mobiles légers ou démontables, donc qui sont soumis à la même loi Allure, avec les mêmes zones stécales, etc. Tous ces habitats-là sont effectivement soumis aux taxes. Comme pour un camping, comme pour tout un tas de choses, il y a des taxes d'aménagement et des taxes. Alors les impôts locaux, ça a bougé ces derniers temps, donc je ne saurais pas ce qu'il a été fait pour ça, mais il y a des taxes, ouais, c'est normal, comme tout type d'habitat. Sur Bayonne, il faudrait peut-être dire à la personne qu'il n'y a pas de Pachama plutôt que d'aller jusqu'à Pau. Il y a une association qui est pas loin, Pachama, c'est pas une association, enfin Pachama qui s'est installée et qui peut permettre la récupération sans aller jusqu'à Pau. Ça, c'est juste. Alors, il y a 1 an, Pachama était tout juste à peine monté. Ils n'avaient pas encore de menuiserie. Mais oui, maintenant, ça devient de plus en plus gros, Pachama. Ouais. C'est un chouette. Il y a Hydre aussi. Alors, c'est sur Pau aussi. Mais voilà, toutes ces associations. Enfin, Pachama, ce n'est pas une association. Mais Oui, mais c'est quand même, ça reste dans ce cadre-là. ouais, voilà. Ouais. Mais ouais, bien sûr. Ouais. Et ils font des choses chouettes. Ouais, tout à fait. Bon, super. Un grand merci, Mathieu. Je crois qu'il n'y a plus de questions ni de souhaits d'intervention. Je vous remercie tous, donc particulièrement les intervenants, Gaël, Mathieu, mais aussi Gis et Mathilde. Et la maison de l'ESS vous donne rendez-vous jeudi prochain à partir de 17h30. Et toujours dans le cadre de la semaine de l'habitat, on évoquera les coopératives d'habitat, donc on aura des bailleurs, les concertations, c'est-à-dire comment on travaille avec les habitants, et puis aussi comment on peut se constituer un patrimoine immobilier commun avec Etchalb. Voilà, donc à jeudi pour ceux qui peuvent, et bonne soirée à tous. Est-ce que
Juste pour ceux qui ont participé à cette magnifique après-midi, personnellement, j'ai trouvé toutes les 2 interventions super intéressantes et passionnantes. Est-ce que, si vous avez été intéressé et si vous trouvez que ce mode d'intervention, qu'elle soit visio ou présentielle, hein, une fois que le Covid sera parti, est-ce qu'au niveau de la maison de l'ESS, on a raison de continuer comme ça? N'hésitez pas à nous faire part par mail rapide, hein, ça nous plaît, c'est pas intéressant, c'est trop long. N'hésitez surtout pas à nous faire passer vos retours. On en a besoin aussi. Merci.